Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la saison 8 de Vue du banc. Un épisode enregistré quelques minutes après la fin du match entre la France et la Bulgarie. Une victoire française 3-0. Pour cet épisode, pas de surprise, les mêmes compères que d'habitude. Florent Tonuti, salut Florent. Salut Christophe. Et Raphaël Cosmidis, dont la caméra vient de décéder. Salut Raphaël. Salut messieurs. Alors je vais essayer de régler ça, mais non, moi je me vois encore, donc je pense que vous n'avez pas eu le droit d'aller voir mon beau visage. Alors, comme je le disais, victoire 3-0 de l'équipe de France, but de Griezmann à la 29e et doublé de Giroud aux 83 et 90e minutes. Olivier Giroud qui avait remplacé Karim Benzema, sorti sur blessure à la 41e minute. Florent, on va pas le cacher, tu t'es endormi au coup de sifflet final ou en tout cas dans les arrêts de jeu pour une mini-sieste qui a un petit peu décalé l'enregistrement de cet épisode d'un gros quart d'heure. Est-ce que c'était lié au match ou est-ce que c'était lié à ta journée qui avait été trop éreintante ? Les deux. Le match, je t'avoue, ne m'a absolument pas passionné à partir du moment où j'ai vu le milieu de terrain français et plutôt son organisation, parce que les joueurs j'aimais bien, les joueurs alignés, mais quand j'ai vu l'organisation j'étais moins convaincu, donc ça n'a pas aidé, et du coup c'est vrai que j'ai décollé pour Veracruz au moment du premier but de Giroud, et donc j'ai pas vu la fin de match, mais je pense pas avoir raté grand chose, parce que c'est vrai que en termes d'enseignement c'était si faible en face que j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose sur les dernières minutes. Christophe, est-ce que je peux vérifier le suivi du match par Flo et son sommeil ? Tu penses que c'est quel but le premier de Giroud ? Je ne sais pas. Je sais que tu vas me piéger, je ne sais pas. Non, mais parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu t'es endormi sur la passe de Ben Yedder. Giroud sur passe de Ben Yedder, je pense que c'est le premier, la logique voudrait que ce soit le premier. Non, c'est le deuxième. C'est même pas ça. Ah ouais, c'est terrible. C'est le deuxième, donc je pense que tu étais dans des micro-sommeils à ce moment-là. Oui, c'est très possible. Parce que le premier était sur un centre de Pavard et il était un peu plus dur à mettre que le deuxième, même si les deux sont des buts d'attaquants qui sont plus où le plus important c'est le déplacement et pas forcément la finition. Deux beaux centres d'ailleurs, de belles passes. Mais oui, effectivement, c'est Ben Yedder, c'est pour le 3-0. La compo d'équipe française. Lloris dans les buts, en défense Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez au milieu. On va dire Pogba, Kanté, Tolisso, Griezmann, Benzema, Mbappé devant, Raphaël. Déjà, comment est-ce que tu catégorises ce système ? Parce que c'est toujours, je trouve, assez difficile de... Alors, on va dire que les losanges, j'ai l'impression que quand ils sont pas ultra bossés, parfois ça se déforme de telle sorte que tu vois plus vraiment le losange. Et là, comme c'est à la fois assez neuf comme système et que les consignes sont pas ultra précises, il y a une grande liberté accordée aux joueurs, parfois ça se déforme de façon à ce que ça ressemble pas du tout à un losange en fait. Mais écoute, au moment de la soirée où Flo était encore éveillé, c'est une question qu'on s'est posée sur savoir quelle était l'organisation française, où on essayait de lire ce qu'il faisait offensivement, ce qu'il faisait défensivement. Et alors, je sais pas la conclusion qu'en a tiré Flo finalement, parce que je crois qu'à partir de la 45e, 60e, il avait disparu de la conversation, parce qu'à mon avis, déjà, il commençait à décliner. Mais moi, j'ai pas vu de losange ce soir. Ou hier soir pour les gens qui nous écouteront plus tard. Mais non, j'ai vu un 4-3-3 assez classique avec un Griezmann qui vient demi-espace ou couloir droit, Mbappé qui fait la même chose côté gauche et Benzema en 9. La question c'était un moment de savoir si Pogba défendait dans le premier rideau avec Benzema ou dans le second proche de Tolisso et Kanté. Ça a pas mal bougé sur les 10-15 premières minutes où c'était un peu difficile de lire finalement sa position. Et puis sur les quelques phases où la Bulgarie a pu ressortir ou avoir un petit peu le ballon, on s'est vite rendu compte que, en tout cas, selon ma lecture, que c'était un 4-3-3 qui n'avait rien d'original ou de particulièrement différent des autres, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était ça, je sais pas ce que Flo en a pensé, mais Griezmann m'a semblé être dans une position classique, celle qu'il occupait à l'époque à la Real Sociedad quand il jouait côté droit ou côté gauche même parfois. Ouais, ça remonte à loin, très loin, mais c'est vrai que Griezmann a largement penché côté droit. Il l'a fait un peu au Barça de temps en temps aussi. Ouais, quand il n'y avait pas Messi, quoi, en gros, pour schématiser. Mais c'est vrai que moi ça m'a pas mal ennuyé sur ce match. Alors on parlera du milieu de terrain après, mais on sait par des retours à gauche, à droite, que Didier Deschamps laisse beaucoup de liberté à ses joueurs pour tout ce qui concerne la phase avec ballon.
Et c'est vrai que face à un adversaire comme la Bulgarie, bah, tu pars de phase avec ballon dans 80-90% du temps pour le coup. Et c'est vrai que sur ce match-là, tu voyais vraiment qu'il y avait beaucoup de liberté accordée aux joueurs. Alors ça peut être bien, parce que c'est vrai que tu voyais qu'au milieu de terrain, ça pouvait venir un peu de partout. À un moment donné, une phase offensive, ça pouvait partir d'un renversement de jeu de Tolisso de la gauche vers la droite. Ça pouvait partir d'une projection de Pogba. Ça pouvait partir d'une course sans ballon de Kanté qui prenait l'initiative pendant que les deux autres restaient un peu plus bas et le couvraient. Le problème, c'est que à partir du moment où ça peut partir d'un tel ou d'un tel, certes, t'es difficile à lire, mais d'un autre côté, pour avoir un truc cadré, un truc rodé, même si on parle de sélection, c'est difficile d'avoir des trucs rodés en sélection, mais ça reste plus compliqué. Et c'est vrai que, en fait, sur la première mi-temps, c'était très difficile de lire, tu vois, un circuit qui va se répéter et qui va amener quelque chose au bout. Et tu sentais vraiment que ça partait des initiatives individuelles. Et autant, contre la Bulgarie, c'est pas très ennuyeux. Autant tu dis qu'à un niveau supérieur, ça serait peut-être intéressant d'avoir des choses collectives un peu sur lesquelles se reposer. Parce que peut-être qu'en face, ils seront un peu plus préparés. Alors moi, il y a une relation collective entre deux joueurs qu'on a vu un petit peu sur ce match-là, qu'on avait déjà vu à l'aller. C'est Pogba-Mbappé sur des transitions ou des situations de jeu rapide où l'un ouvre pour l'autre. Quand tu dis à l'aller, tu veux dire au premier match À l'aller, oui, pardon, au premier match. Mais à part ça, c'est vrai que c'est difficile de dégager des relations fortes en fait, qui vont où tu te dis le jour où ça va pas, on se repose sur ça et ça va passer. Et c'est vrai que là, sur ce match, en même temps, c'est pas sur ce match-là qu'on allait les repérer, mais disons que ça, on l'a pas forcément vu, quoi. Raphaël, tu places où le curseur entre l'intérêt d'avoir donc ces relations préférentielles qui te font un peu une base quand les choses ne vont pas forcément? Tu sais qu'au moins tu auras ça pour construire du jeu, quitte à être assez prévisible, ou justement ce côté, finalement, si c'est assez organique, toi-même tu sais pas exactement ce que tu vas faire, mais du coup l'adversaire peut pas le savoir non plus. Donc c'est vraiment difficile de planifier un plan pour contrer tout ça. Alors le plan liberté maximale, je pense qu'il est intéressant quand tu as des joueurs qui sont capables de vite se comprendre. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui jouent maintenant depuis quelques années en sélection. Donc forcément ça rend les choses plus faciles. Et puis tu as aussi des joueurs comme Benzema qui sont capables de s'adapter très rapidement à ce qu'ils ont autour d'eux parce qu'ils sont aussi capables de faire plein de choses. Donc le curseur, je sais pas pour le curseur finalement ce qui est le mieux pour ce genre de sélection et de tournoi, mais après il faut se poser aussi la question de combien de fois et pendant combien de temps la France va rencontrer le contexte qu'il a rencontré sur les 2 matchs de prépa face à l'Allemagne, au Portugal, à la Hongrie, puis ensuite aux adversaires potentiels en huitième de finale. Je crois que ça, alors vu que tu peux faire 1, 2 ou 3, c'est impossible de savoir qui tu pourrais jouer parce qu'il y a de multiples possibilités. Parce que l'autre groupe aussi, tu sais pas qui va faire 1, 2 ou 3. Mais je crois qu'il y a quand même la possibilité que tu tombes sur l'Angleterre, par exemple. C'est un truc qui existe. Je crois que c'est si tu tombes 3, je crois que c'est tu croises avec le premier du groupe de l'Angleterre. Ou l'inverse. Ou si tu tombes 1 et c'est le troisième. Je crois que c'est si tu tombes 3 et qu'il y a le premier. Pendant que je digresse et je raconte des bêtises, ce sera l'occasion pour vous peut-être d'aller vérifier les croisements de groupe sur le tableau. Mais c'est difficile de se dire le curseur qu'a placé Deschamps qui ressemble vraiment à être sur l'idée de on met les meilleurs joueurs ensemble et puis on les laisse s'exprimer, ce qui était déjà un peu le cas en 2018, même s'il avait placé Matuidi dans un rôle équilibrant justement pour laisser de la liberté à Pogba, Mbappé, Griezmann et Giroud qui étaient au bout de cette chaîne là. C'est difficile de l'évaluer sur ce match là parce que c'est pas le même contexte dans lequel ils devront exprimer leur liberté contre l'Allemagne et le Portugal notamment, qui sont les 2 premiers matchs, je crois. Non, c'est Allemagne-Hongrie, je sais plus. Allemagne-Hongrie, ouais. Voilà, on avait déjà parlé lors des épisodes précédents et j'oublie encore le calendrier. Donc tu vois, je suis partagé parce que j'ai du mal à évaluer. Alors je sais pas si la France aurait pu choisir des meilleurs adversaires ou s'il y en avait qui étaient dispo ou si c'était une bonne idée de se confronter à des gros adversaires et quitte à commencer par une défaite. C'est que les matchs de prépa qui avaient fait des défaites, c'est plutôt un mauvais souvenir pour l'équipe de France. C'est 2002, je crois, où tu perds contre la Corée, où tu gagnes 3-2 de très peu. Il y a 2010, pardon, où tu perds un match de prépa contre la Chine 1-0,
Il me semble qu'il y a Ouais, quelque Ouais, chose 6 comme ou ça. 10. Ouais, je sais plus. Ouais. C'était 2010. Je me souviens, j'étais en reportage. Avec Donc, la blessure de Cissé aussi. Et t'avais Vieira qui jouait ailier droit, il me semble, sur ce match-là. Ouais. Mais il me semble que la blessure de Cissé, c'est 2006 déjà contre la Chine, mais que tu gagnes ou autre chose, et que 2010, par contre, tu joues la Chine et tu perds, mais Cissé n'est plus dans le. N'est pas C'est possible. blessé ou n'est plus dans l'histoire. Enfin bref, les historiens de l'équipe de France nous sauront nous dire qu'on est des cons et qu'on a oublié ça et ça. Mais voilà, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes, comme l'a cité Flo, il a parlé de Pogba Mbappé, et d'ailleurs on pourra reparler de Pogba parce que c'est peut-être un mec qui dans cette liberté s'exprime plutôt bien, comme d'autres, Ouais. comme Griezmann aussi, avec qui ça va plutôt bien cette liberté aussi. Donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer, surtout avec Benzema, qui doit recréer des relations avec ces joueurs-là et qui doit en créer même tout court avec Mbappé, qui a eu des bonnes séquences, mais qui a pas forcément les mêmes que Giroud. C'est-à-dire que l'équipe de France qui a parfois du mal à trouver la largeur, au moins quand Pavard centre, tu sais que Giroud va venir couper dans la surface, et Benzema va pas attaquer ces ballons-là de la même façon. Donc le curseur pour moi sera, tu pourras l'évaluer vraiment quand tu vas tomber contre une équipe qui va te forcer à être sur plusieurs phases de jeu. Là, je peux juste te dire que sur attaque placée, ça pose quand même certains problèmes quand tu sais pas vraiment attaquer dans les couloirs, ou en tout cas t'as pas assez d'apport dans ces couloirs-là. À noter donc que la défaite face à la Chine, c'était en 2010, mais que j'essaye de retrouver la compo et je l'ai pas retrouvée à temps. Ah. Mais Et en pour tout les- cas, et pour les Raymond possibles- Domenech n'était pas très content. Et pour les possibles croisements de groupe, c'est si tu termines deuxième que tu risques de tomber contre l'Angleterre. Parce que tu croises avec le premier du groupe D, si tu termines deuxième du groupe F. Et si tu termines en tête du groupe F, tu croises un troisième de groupe A, B ou C. Donc là, c'est difficile, voire impossible à prévoir qui ça peut être. Mais ouais, si tu finis deuxième, il y a de fortes chances. Parce que l'Angleterre a quand même un groupe à portée, ou elle est au-dessus, a priori, avec la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Même si selon certains outils statistiques, la République tchèque va remporter l'Euro. Ah bon, Ça, j'ai c'est raté autre ça chose. cet épisode. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais du coup, voilà, si tu termines deuxième, tu croises avec le premier du groupe D qui risque fort d'être le groupe de l'Angleterre. Alors, l'équipe de France, où effectivement il n'y avait pas Vieira, hein. Vieira c'était face à la Chine, mais 4 ans plus tôt. Lloris, défense avec Sagna à droite, Galas Abidal dans l'axe et Evra à gauche. Gourcuff, Toulalan, Malouda au milieu. Govou et Ribéry sur les ailes et Anelka en pointe. Donc c'était assez offensif, assez bizarre d'ailleurs d'imaginer l'articulation de ce Gourcuff, Toulalan, Malouda au milieu. Je sais pas trop, et à noter que c'était une équipe bis de la Chine. Voilà, Oui, faut c'est vrai. rajouter un petit peu de Oui, panique. c'était match joué à La Réunion, je crois, ou Ouais, quelque chose c'est comme ça, ça, il me ouais. semble. Ouais. Je crois que ce qui avait gêné surtout à l'époque, c'était qu'Anelka dézonnait tout le temps et que la France était pas prête pour ça. Et c'est vrai qu'après, avec Govou et Ribéry, t'as pas forcément les joueurs qui peuvent bien s'associer à un mec qui vient décrocher comme ça tout le temps. Donc c'est... Et t'as pas de relayeur susceptible de prendre la place non plus, avec Malouda et Gourcuff. Absolument. Juste comme ça, je pense qu'on en reparlera plus forcément, mais puisqu'on parlait de l'adversaire, Raphaël, est-ce qu'il y a un Bulgare à signaler en bien ou en mal? Parce que là, t'as joué la Bulgarie, t'aurais joué, peut-être que je suis passé à côté de certains trucs, mais t'aurais joué n'importe quelle équipe au-delà de la 80e place mondiale au classement FIFA, ça aurait été la même pour moi. Bah, la première question que je me suis posée en les voyant jouer, c'est de me dire, alors on se dit que, je lisais une discussion sur Twitter, on se dit que cette équipe de France, c'est niveau Ligue des Champions, ou enfin match éliminatoire de Ligue des Champions. Je me suis posé la question du niveau de la Bulgarie. Est-ce que c'est Ligue 2, bas de Ligue 1, haut de N1? J'arrive pas trop à savoir, tu vois. Et après, j'ai vu un joueur qui m'a peiné, c'est quand même leur latéral gauche, Bozikov, je crois. Je vais peut-être énerver notre ami Philippe Gargoff, mais qui avait l'air vraiment en difficulté à chaque fois qu'il était pressé par un joueur qui était à moins de 5 mètres de lui. Et il y a un moment où, je sais pas si vous en souvenez, si vous avez été attentif à ce moment-là, mais il est pressé, je crois, par Griezmann, peut-être par Mbappé, en tout cas par un joueur de côté. Il essaye de s'en sortir, et puis en fait il fait une conduite de balle, une semelle, un double contact en touche. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il essaye de sortir de la pression, et en fait il se trompe dans son geste technique, et puis il met le ballon en touche, et tu le vois faire un geste de frustration, genre ah mince, c'est difficile. Donc non, il y a personne qui m'a marqué chez eux. Le gardien m'a semblé plutôt correct, mais à part ça, ouais, non, le niveau des joueurs, je saurais pas vraiment évaluer le niveau de, tu vois. Je me demande qu'est-ce que ça vaut finalement sur la planète foot quand tu joues la Bulgarie aujourd'hui en 2021. Et du coup, Christophe, c'est qui le dernier grand joueur bulgare? C'est Berbatov, ou il y en a eu un autre depuis? Bah oui, si tu prends vraiment grand, après t'as les Stilian, Martin Petrov, Bojinov. Ouais.
et Berbatov. Après, qu'est-ce que tu entends par grand? Parce que là, honnêtement, je regardais ce que je... Pourtant, logiquement, alors je suis pas une bible du foot non plus, mais il y a toujours quand même des noms qui me parlent parce que tous les week-ends, je regarde quasiment toutes les fiches techniques à la recherche, notamment des buteurs d'anciens clubs nordistes pour la Voix des Sports. Et donc du coup, je fais les fiches techniques même des championnats, des Émirats Arabes Unis, etc. tous les week-ends. Il y avait plus Manchef. Ouais, c'est vrai. Et honnêtement, donc je finis toujours par repérer certains noms, etc. Et là non quoi, il y a aucun nom qui me parle dans cette équipe et je vois des mecs qui jouent à Bratislava, dans des clubs bulgares mais qui marquent même pas 25 buts en championnat bulgare, des mecs qui sont remplaçants à Famalicão. Enfin voilà, c'est. Et je crois que même si ça donnait la stat, il me semble qu'il y a quand même presque la totalité des joueurs qui jouent en Bulgarie. Ouais, enfin, disons que les expats, en plus, c'est des expats nuls, quoi. Enfin, les mecs sont, comme je disais, tu as remplaçant à Famalicão, qui a pas fait une saison incroyable au Portugal, des choses comme ça, quoi. Donc c'est, ouais, là, je vois, il y en a en Italie, il y en a en Croatie, il y en a en Belgique, mais il y en a aucun dans un, enfin, si, il y a celui qui est en Italie qui joue à la Spezia, qui s'appelle Andrei Galabinov, mais qui jouait pas ce soir. C'est les derniers appelés, c'est la dernière sélection, ça, pour ce rassemblement-là. Mais sinon, ouais, il y a très peu. Enfin, il y a aucun gars dans un club important, on va dire, au niveau européen. Donc, je suis pas sûr que ça soit forcément meilleur que l'Ouzbékistan, par exemple, qui a des Shomorodov, etc. Quelques joueurs assez intéressants, et c'est loin de la Macédoine du Nord et autres plus faibles qualifiés pour le prochain Euro. Mais n'empêche, ça pose la question, Florent, alors à la fois l'intérêt de jouer la Bulgarie, mais bon, on n'était pas dans les tractations, on ne sait pas quelles étaient les possibilités forcément à disposition, et aussi de la difficulté à imposer ton jeu face à une équipe comme ça. On n'a pas vu le match, mais notre ami Maxime Brigand, qui regarde absolument tous les matchs pour faire des palettes pour l'équipe, nous parlait du spécifique jeu long de l'Allemagne face à la Lettonie, alors que la Lettonie est une équipe totalement fracassée. Je crois qu'ils sont genre 130e au classement FIFA, quelque chose comme ça. Ils ont totalement disparu de la circulation depuis que Verpakovski, ses compagnies ne sont plus Rastargouyev, ne sont plus forcément sur le terrain. Il aurait pu faire une carrière à la Werner et ça s'est pas passé comme ça, Verpakovski, parce que c'était quand même un des joueurs les plus rapides de son époque en théorie. C'est ça. Enfin bon, voilà, il y avait des vrais bons joueurs, mais bref, ça pour dire que l'Allemagne à la fois leur met une danse sur le plan du score, et en fait, tu sors de ce match en disant ok, on voit très bien ce qu'ils veulent faire, on peut sortir tel ou tel joueur. Donc si c'est possible de le faire face à la Lettonie, c'est possible de le faire sans doute face à la Bulgarie. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on en revient à ce que tu disais sur le côté, c'est entre guillemets pas ce qu'on veut faire, donc ça dépend uniquement des joueurs, et les joueurs vont jamais être 100% à fond sur la volonté de tout mettre face à la Bulgarie en amical. Bah, je pense que c'est ça qui joue en effet. Parce que c'est vrai que les Allemands, pour le coup, j'ai pas vu le match de manière aussi attentive que Maxime. Je me suis pas endormi sur celui-là. Je l'ai vu néanmoins. Et c'est vrai que il y avait quand même tu sentais vraiment une organisation sur le plan offensif, des déplacements qui étaient répétés, des vrais circuits de jeu. Et du coup, le résultat a suivi. Et ça, oui, c'est ce que je me disais en fait en voyant le match face à la Bulgarie, et on en a parlé en cours de partie. C'était mais si les Allemands en claquent 7 contre la Lettonie, qu'est-ce qu'on doit dire parce qu'en plus ils en claquent 7 non pas en fin de match, mais ils sont à 5 à la mi-temps, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'est 5-0 à la 5-0 mi-temps. Et t'as envie de te dire, mais s'ils arrivent à en claquer 5 contre la Lettonie, pourquoi la France face à la Bulgarie est pas capable d'aller dans les mêmes eaux, dans les mêmes tours? Et je pense en effet que ça dépend en grande partie de ce qui est demandé au coup d'envoi, parce que je pense que tu as un tel écart entre les deux équipes que s'il y a un certain cadrage et des consignes qui sont posées, qui sont claires, quitte à répéter les mêmes choses pendant tout le match, je me dis que ça joue pas mal quand même sur le résultat final et la capacité de l'équipe à dérouler ou non un certain type de foot. Et alors, on s'en fout de foutre 5-0 à la mi-temps à la Bulgarie. Si la France bat l'Allemagne dans une semaine, tout le monde aura oublié. Néanmoins, il y a ce côté-là, et je pense que c'est en effet dû au côté, au fait de laisser pas mal de liberté aux joueurs, de faire ce qu'ils veulent. Et le truc, c'est que c'est là où, pour moi, c'est le plus gênant pour l'équipe de France, c'est que, et ça dépend pas forcément des consignes, mais surtout
des adversaires affrontés, c'est que tu vas arriver à l'Euro, ton système défensif n'a absolument pas été testé. Ta capacité à presser, on l'a survolé face au Pays de Galles, et franchement, c'est loin d'être encourageant. Et ton bloc médian, tu sais pas trop, parce que là, t'as quasiment jamais défendu en bloc médian ou bloc bas. Face à l'Allemagne, ça va peut-être arriver. Et c'est vrai que, quand on va démarrer le match mardi prochain, je pense que tu rentres, c'est vraiment quasiment dans l'inconnu, quoi. Et oui, après, tu peux dire la même chose de l'Allemagne. Tu peux dire qu'ils n'ont pas vraiment été testés offensivement parce qu'ils ont joué des équipes catastrophiques, tu vois. Ce qui est pareil pour la France aussi, tu vois. C'est vrai aussi, mais testé par une équipe qui s'est pressée collectivement, par une équipe qui a des mecs qui sortent vite sur le temps de passe, par une équipe qui peut te punir en contre-attaque, tu vois. C'est vrai aussi, mais la plupart de ces matchs de prépa ne veulent rien dire. C'est vrai aussi, mais l'Allemagne n'a pas changé de système à 10 jours de l'Euro. Ouais, après Deschamps a fait finale puis victoire dans des grandes compètes en changeant le système en changeant des compètes, et on en a parlé beaucoup de fois dans le Vue du banc, donc oui, mais là tu rentres au premier tour dans un groupe pas simple. Enfin, a priori, il aurait pu être beaucoup plus simple. Et disons que, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas forcément avoir tes rounds d'observation pour te dire, ah putain, ça marche pas. Ouais, mais il y a 4 ans, ça marche pas. Tu changes en 8ème, mais t'affrontes la Roumanie et l'Albanie sur les premiers tours. Là, tu joues l'Allemagne et le Portugal. Ouais, mais justement, peut-être que ton premier match sera moins dégueu que ce que tu avais fait en 2018 et 2016. Oui, parce que c'est l'Allemagne. Et parce que justement, tu vas avoir des phases de jeu et des moments du jeu différents à vivre, alors que c'était l'Australie le premier en 2018. Oui. Ouais, Australie. Pogba sauve le pays. C'était entre ça et la Roumanie qui était le premier en 2018, ou c'est Roumanie ou Albanie? Je crois que c'est Roumanie qui. Je crois que c'est Roumanie le premier, Albanie en 2, et je sais même plus qui c'était la troisième équipe en 2016. Et je pense qu'au moins t'auras peut-être pas ce premier match où tu te dis qu'est-ce qu'on va faire, quoi. On galère à créer offensivement. Là t'auras des espaces, t'as une équipe qui va venir te chercher, alors tu vas être pressé contrairement à ce qu'avaient pu faire la Roumanie et l'Australie. Mais t'auras pas Dembélé, Martial et Coman qui seront bloqués dans des 1 contre 1 sur une attaque placée où t'arrives pas à trouver des joueurs lancés dans des espaces libres, tu vois. C'est pas force. Je dis pas que c'est mieux comme scénario, mais au moins peut-être qu'il y aura pas cette frustration de début de compète. En fait, moi, le truc tel que je le vois, c'est que tu vas arriver en 8ème, parce que j'ai quand même du mal à imaginer l'équipe de France être éliminée, surtout dans les formats où quasiment tous les 3e de poule passent. Même si je reste sur l'idée qu'il y aura... Voilà, c'est pas garanti, mais en tout cas, je pense qu'il y aura une surprise. J'étais sur l'Allemagne qui gicle dès le premier tour, et bon, après c'est totalement incertain, c'est vraiment un peu du ressenti, mais de voir la façon dont le Portugal joue et encore son match face à l'Espagne ou autre, bon, je suis plus sur l'idée que le Portugal peut très bien faire des matchs assez moches sans marquer de but. Bon, on verra tout ça, on n'y est pas encore, mais bref, je me dis parce que je pense que finalement le bloc le plus bas ça sera peut-être le Portugal plus que la Hongrie. Ça sera peut-être le match face à l'équipe qui refuse le plus le jeu, mais qui peut quand même essayer de réussir à te punir quand elle va ressortir avec Bruno, etc. Qu'en gros, tu auras eu 3 configurations de match assez différentes, avec je pense, des bons moments et des moments un peu plus décevants, et qu'en gros, tu vas arriver en 8ème et tu te dis, bon, qu'est-ce que finalement on peut tirer comme bilan de cette première phase? Parce que tu auras à la fois, je pense, jouer l'Allemagne qui va plutôt tenir le ballon, essayer de construire proprement, même s'il y aura des transversales, etc. Tu auras le Portugal qui va sans doute assez régulièrement refuser le jeu, mais qui va quand même pouvoir te mettre en danger avec les passes de Bruno Fernandes, avec les centres pour Cristiano Ronaldo, etc. Et tu as la Hongrie qui est un peu une inconnue, mais qui va être capable, je pense, de relancer au sol, qui a une défense à 3. Enfin bref, à mon avis, tu vas peut-être montrer des faiblesses sur ta capacité à défendre, des renversements, des choses comme ça, montrer des vraies forces avec ballon, et tu vas te dire, est-ce que finalement notre système il est viable pour aller au bout ou pas? Alors qu'avant, tu avais genre 2 matchs face à des petits, et bon, en gros, tu étais assez vite fixé dès le premier tour. Bon, les blocs bas, on peut pas les attaquer en 4-3-3, on va faire autrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à m'imaginer des champs qui en gros soient fixés, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Je pense qu'on sera ouais, c'est pas mal, mais Raphaël. Ouais. Non, mais après, je pense qu'on va logiquement venir à parler des individualités et de leur forme. Le truc qui est le plus positif là-dessus, sur l'aspect on sait pas trop quelle phase on va devoir affronter et sur lesquelles on va être bon, c'est de voir un Pogba aussi performant, par exemple, qui a l'air physiquement en super forme, et pareil en termes de créativité, d'inspiration, qui a sorti un très bon match. Je suis pas sûr de l'avoir vu souvent aussi bon avec Manchester depuis 1 an et demi.
et même en équipe de France. Et c'est pareil pour des joueurs comme Griezmann qui sont plutôt bien, comme Varane qui a pas eu grand chose à faire mais qui défensivement est toujours là pour gérer la profondeur. Pavard aussi qui a claqué quelques centres sympas. Donc disons que la dynamique individuelle de pas mal de tes joueurs cadres est tellement positive physiquement et même mentalement pour des mecs comme Kanté qui sort de Ligue des Champions, Giroud qui a pas beaucoup joué mais qui arrive là et qui met doublé, Benzema qui est ravi de revenir en équipe de France et qui sort d'une saison où il a été très performant. Il y a aussi ça, quoi. De ce tournoi-là, c'est aussi souvent tes joueurs qui vont faire des diffs. Hein. Et ça a été le cas en 2018 où Mbappé change complètement l'équipe de France par rapport à 2 ans plus tôt. Donc je pense quand même que les qualités individuelles de pas mal de ces mecs-là vont régler des problèmes. Et c'est aussi ça, on parle beaucoup des entraîneurs, des blocs, des stratégies, mais t'as quand même des mecs qui sont assez performants. En tout cas, Pogba, je l'ai trouvé vraiment pas impressionnant, faut pas abuser non plus, c'est la Bulgarie en face. Mais très juste et très inspiré, et même très mobile, avec beaucoup d'appels en profondeur. C'était lui le milieu souvent le plus avancé. Il allait attaquer la profondeur quand Mbappé ou Benzema sortaient un peu de leur zone. Je trouvais ça vraiment... J'étais content de voir Pogba jouer, alors que souvent on se dit « Ah, ça pourrait être le grand Pogba », et là c'était un très bon Pogba. Articulation du milieu, Florent, qui t'a pas forcément 100% convaincu sur le papier. C'est vrai que t'as l'impression que tu pourrais mettre tout le monde à un meilleur poste que celui qu'il occupait. Oui. Est-ce que le match de Pogba te convainc malgré tout que, à la limite, c'est pas gênant d'avoir un peu tout le monde qui est décalé parce que lui peut te gagner le match à lui tout seul, ou bah, tu imagines qu'en fait s'il aurait fait exactement le même match s'il était axe gauche plutôt qu'axe droit, et que tu aurais pu mettre Kanté à ses côtés et puis Tolisso un peu plus bas, vraiment très fixé, et que ça aurait encore été mieux. Oui, non, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Après, je me demande, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser si, voilà, parce que la logique voudrait que quand tu as ces trois-là, tu mets Kanté à droite, tu mets Pogba à gauche et tu mets Tolisso en 6. Donc à partir du moment où Deschamps fait pas ça, tu peux dire il fait pas ça, c'est nul, ou 2, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Et c'est vrai que tu as plusieurs possibilités. Il y en a une qui est qu'en mettant Pogba à droite, c'est peut-être pour essayer de rééquilibrer ce côté très à gauche de l'équipe de France au niveau des attaquants, parce que Griezmann aime bien être à gauche. Alors là il est à droite, mais Griezmann aime bien être à gauche. C'est là où il était souvent avec le Barça. Mbappé, évidemment ça penche à gauche. Benzema, sa zone préférentielle aussi, ça penche à gauche. Donc est-ce qu'il met Pogba à droite pour essayer de rééquilibrer un petit peu ça et d'avoir son milieu le plus créatif de l'autre côté du terrain? C'est une possibilité. L'autre question que je me posais, c'était au niveau de la phase défensive et du fait que à partir du moment où tu affrontes la Bulgarie qui va attendre un bloc bas, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir Kanté en relayeur plutôt qu'en numéro 6, dans le sens où avec Chelsea, là où Kanté a été très très bon, c'était surtout sur les séquences où ça cassait le pressing et où ensuite il avait 30-40 mètres à attaquer balle au pied. C'est là qu'il était particulièrement intéressant dans ce rôle-là. Après, est-ce que tu prépares l'Euro en t'adaptant à la Bulgarie, ou est-ce que tu joues un peu comme si c'était... peu importe l'adversaire, tu vois. Tu joues pour toi, quoi. J'émets des hypothèses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je rebondis sur tes hypothèses parce qu'on a eu les mêmes conversations avant que tu t'endormes. J'émets des hypothèses et je pense que autant le côté en effet quand t'es en 6 face à la Bulgarie, c'est pas forcément la plus probable en effet, mais la partie sur Pogba, je le mets à droite parce qu'à gauche j'ai déjà quand même beaucoup de joueurs forts qui vont attirer la balle avec Benzema, avec Mbappé. Est-ce que c'est nécessaire d'ajouter Pogba et finalement d'avoir un côté très faible à droite où il va y avoir très peu de choses à part peut-être le latéral qui va monter? C'est peut-être pour ça qu'il y a cet équilibre, et c'est vrai que autant je l'avais trouvé un petit peu dans une zone, j'avais pas l'impression il me semblait pas très à l'aise lors du premier match face au Pays de Galles dans cette zone-là. Autant là, il y avait pas grand-chose à redire et il fait un très très bon match. Et autre hypothèse pour rejoindre tes déjà nombreuses hypothèses, tu as aussi le risque d'avoir un côté Mbappé-Pogba à gauche, où t'en as un premier qui défend pas beaucoup et un deuxième qui est pas forcément le plus juste en couverture, qui va être plus fort pour défendre en avançant et harceler l'adversaire, mais dans la lecture de son dos va pas être top. Alors certes, t'aurais Kanté qui serait ta sentinelle, mais je pense aussi que... Alors ça, ce serait du coup Tolisso ou Rabiot axe gauche. Parce que tu as aussi la possibilité de se dire, vu que je vais mettre Rabiot de toute façon quand il va revenir, autant que je laisse Kanté et Pogba au poste où j'ai envie de les mettre une fois qu'on va jouer l'Allemagne, et de pas trop les balader de droite à gauche ou de 6 à 8 dans la prépa,
qui s'habitue à jouer 6, à jouer 8. Et de se dire que Rabiot sera là côté gauche ou Tolisso sera là côté gauche, axe gauche, quand je dis côté gauche, pour couvrir justement le côté où Mbappé va moins défendre que Griezmann ne pourrait le faire à l'opposé. Parce que Griezmann est capable de défendre dans une ligne de 4 comme ça derrière l'attaquant, que Mbappé l'est un peu moins, et peut-être qu'en plus tu voudras le laisser plus haut de toute façon pour menacer les défenses et pour obliger certaines équipes à moins s'engager parce qu'elles savent que si elles laissent Mbappé en 1 contre 1 ou en tout cas avec de l'espace, ça peut vite mal tourner. Donc c'est aussi comme ça que l'équipe de France avait gagné quelques matchs en 2018. Donc voilà, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais je pense en effet, comme tu disais Flo, on peut se dire soit c'est nul, n'importe quoi, ou se poser des questions, et à mon avis il y a bien une raison à ce truc-là, parce que si nous les idiots on est conscients que Pogba est plus à l'aise axe gauche, je pense que les mecs qui vivent avec lui au quotidien tous les étés depuis je ne sais pas combien de temps, ou quasiment tous les étés, savent aussi sa préférence. Surtout qu'il a régulièrement joué à gauche, carrément, avec Manchester. Donc c'est-à-dire que là, on est sur... c'est pas juste, il peut jouer... Tu vois, typiquement, Laporte qui joue axe droit, parce que Pau Torres joue axe gauche avec l'Espagne, où tu te dis, c'est pas dramatique, le mec peut jouer des deux pieds, etc. Enfin, tu peux occuper les deux côtés quand t'es central, tu peux te débrouiller. Autant là, Pogba est vraiment... Il est gauche parfois, même si c'est une espèce de faux ailier, alors qu'il est jamais ailier droit, quoi. Donc c'est clair que l'équipe de France et les dirigeants en sont conscients, quoi. Petite parenthèse rapide sur le match, je suis sur le site de l'équipe pour essayer de voir s'il y avait des déclarations ou pas qui étaient tombées, il n'y en a toujours pas. Par contre, je peux vous donner pour l'instant, après 40 000 votes, qui est le flop de la rencontre et qui est le top de la rencontre, si ça vous intéresse. Vas-y. Alors le top de la rencontre, selon 67% 67% des 57 850 votants, c'est Olivier Giroud, avec 67% des voix, assez largement. Pogba est à 7%, l'effet doublé. Et le flop de la rencontre, c'est Karim Benzema, à 41%. Voilà. Ouais. Mais après, la notion de flop aussi, forcément, quoi. Le mec est sorti... Mbappé est pas loin, Mbappé est à 36%. On a on a un attaquant qui a mis un doublé et 2 attaquants qui l'ont pas marqué. Florent, sur Tolisso, Rabiot, si on considère que Kanté, Pogba, peu importe l'utilisation, ils seront dans les deux du milieu, et que, après tu peux passer en 4-2-3-1, tu peux faire pas mal de choses, mais j'imagine qu'il y aura un troisième milieu qui sera aligné sur toute la compète. Est-ce que tu vois Tolisso être passé devant dans l'esprit du sélectionneur? Pas forcément dans le tien, où je pense que Rabiot n'est pas devant grand monde dans la liste, peut-être même pas dans la liste si tu étais sélectionneur. Est-ce qu'il en a fait assez? Moi, je commence à me dire que finalement, en fait, s'il était pris en étant à court de rythme, la plus grande question, c'était le rythme, pas forcément son niveau intrinsèque, et que non seulement il est en jambes, mais en plus, il montre vraiment des facultés... que tu vois peut-être même pas forcément toujours au Bayern quand il est amené à jouer, quoi. Ouais, ce qui est pas surprenant quand on connaît le joueur finalement, mais je pense pas malgré tout qu'il soit passé devant Rabiot dans l'esprit du sélectionneur, parce qu'il me semble que Rabiot a surtout été préservé. Je crois que c'était lui et Coman qui étaient même pas sur c'est ça. Même pas dans le groupe aujourd'hui, même pas dans les 23 du coup. Donc je pense pas qu'il soit passé devant. Par contre, je me dis que c'est sûr que si Rabiot est moyen, à peine correct face à l'Allemagne, je pense que là, oui, tu pourras... Tolisso rentrera assez vite dans la discussion pour la place de titulaire. Mais je pense pas que après 2 matchs, sachant que surtout le deuxième, Rabiot est préservé, qu'il y ait vraiment une... J'aimerais, comme tu le disais, j'aimerais beaucoup, parce que je préfère largement... Tolisso, surtout avec le ballon, que Rabiot. Mais j'ai de gros doutes quand même sur le fait que la hiérarchie a été bousculée, surtout sur 2 matchs face à des adversaires quand même assez faibles et dans des conditions assez spéciales. Surtout que le premier, face au Pays de Galles, il se retrouve dans une position assez idéale en étant numéro 6 face à un adversaire réduit à 10, donc avec beaucoup de place devant lui pour organiser le jeu. Donc j'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est pas suffisant dans l'esprit du sélectionneur pour faire vraiment basculer la hiérarchie. Maintenant, c'est sûr que si ça se passe mal contre l'Allemagne, j'imagine que Tolisso est peut-être un des premiers sur la liste si Deschamps doit faire des changements de joueurs d'un match à l'autre pour essayer de régler des problèmes qu'il aurait repérés. Raphaël, l'utilisation de Kanté, un mot?
Bah écoute, après on sait que Deschamps l'a souvent, quand c'était en 4-3-3, désigné comme la sentinelle, donc c'était pas sûr. Ça aurait été plus surprenant de voir Tolisso aussi, c'est Kanté relayeur. On aurait été très content, mais ça aurait été plus surprenant. Non, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en plus il a pas eu beaucoup de boulot contre la Bulgarie. Là, si tu mets dans cette position, c'est parce que tu sais que à la perte du ballon, il va pouvoir défendre en avançant et du coup mettre en place un pressing à la perte et l'imprimer si tu veux jouer haut et récupérer vite. Et si tu veux te replier, il est très bien capable aussi de revenir vite avec son bloc et de même couper des transitions mal embarquées pour toi. Donc, mais là, il a rien. Je sais pas s'il y a eu. Il a eu quelques séquences de pressing à la perte, mais contre une équipe qui de toute façon avait du mal techniquement. Donc c'était plus simple de presser à la perte. Et il y a eu, je sais pas s'il a coupé une contre-attaque. Je suis en train de revoir le match en même temps en plus en préparant mon papier pour l'équipe. Donc là j'arrive au moment où Griezmann marque son but. Et il y a, disons que les séquences de pressing à la perte sont déjà faites à travers la réaction des attaquants, voire de Pogba ou Tolisso plus haut. Donc quand il arrive, il a même pas besoin d'intervenir ou très peu besoin d'intervenir. Par contre, il y a eu beaucoup de séquences où Tolisso est devenu le 6 parfois, où Pogba même parfois est devenu le 6, où Tolisso est allé se placer plus bas à côté de Kanté parce qu'on sait qu'il aime bien le recevoir dans les pieds, et Pogba est allé plus haut, où il a fait quelques appels. Donc cette liberté-là, si elle est bien interprétée, peut quand même être intéressante, parce que c'est vrai que si t'as, alors, je sais pas si ça pourrait être aussi tournant avec Rabiot, qui est un peu moins mobile et il me semble un peu moins agile que Tolisso, mais plus puissant. Mais ce côté milieu tournant où chacun peut inverser selon la phase de jeu ou les besoins, et pourquoi pas briser un marquage individuel comme ça peut être un truc intéressant aussi, parce qu'on a parlé du registre des trois attaquants qui sont capables un peu de tout faire, où les trois d'ailleurs ont joué neuf et joué côté pendant leur carrière. Mais là, les trois milieux, si tu restes sur les trois mêmes, ça peut aussi être sympa. Mais ça, on l'avait vu lors du match face au Pays de Galles. Alors, ça n'a pas duré longtemps parce que les Gallois sont pas souvent venus nous chercher haut à partir du moment où ils ont été réduits à 10. Mais sur les premières minutes du match, il y avait une séquence qui se répétait pour le coup. J'avais parlé tout à l'heure des séquences qu'on voyait assez rarement, de circuits, voilà, qu'on répète au fil des minutes. Et c'est vrai que face au Pays de Galles, il y en avait une où, alors c'est tout bête, hein, c'est une modulation très simple, mais donc Tolisso était 6 au départ, Pogba relayeur droit et Rabiot relayeur gauche. Et on avait une modulation avec Pogba qui descendait, c'était sur les sorties de balle de l'équipe de France, Pogba descendait entre les centraux, et Tolisso modulait et récupérait sa place de relayeur. Et on a sorti des ballons assez proprement, à 2 reprises, j'ai encore les séquences en tête là, grâce à cette modulation là en fait, puisque forcément, comme tu le disais, ça permettait de casser un marquage individuel. Et Tolisso était utilisé en relais ensuite, alors que Pogba était trouvé au tout début de l'action. Et bon, ça pour le coup, c'est le genre de choses, en effet, tu peux le voir avec Pogba Tolisso, t'es pas certain de le voir avec Kanté Rabiot ou avec Pogba Rabiot ou n'importe quoi, si Rabiot doit jouer 6. Ouais, et quand on dit marquage individuel, c'est pas marquage individuel à la Giroud années 2000 ou 90, hein, c'est juste que dans leur zone, des joueurs vont être très proches de leur adversaire direct. Et si d'un coup le mec quitte de très loin cette zone et qu'un autre va dans le dos, forcément il y a hésitation. C'est pas, surtout sur des séquences de pressing en fait, voilà, ouais. que ça peut se voir, et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup vu sur les autres minutes quoi. À partir du moment où les Gallois étaient à 10 et que les Bulgares étaient sur le terrain, il y a très peu de pressing. Mais face à l'Allemagne, c'est quelque chose qui risque d'arriver, parce que ça serait pas surprenant que les Allemands essaient au moins de tester la France sous pression en début de partie quoi, par exemple. Raphaël, comment est-ce que tu interprètes les rentrées de Digne à la pause des 2 matchs, si je dis pas de bêtises, donc quand même assez nettement avant tout le monde, si sur ce match-là on accepte la sortie sur blessure de Benzema. Je me pose des questions, parce qu'a priori il n'y a pas d'incertitude sur la condition physique de Lucas Hernandez. Ça pourrait introduire l'idée qu'il y a une vraie réflexion dans l'esprit du sélectionneur à partir du moment où, alors que ça soit un losange ou non, mais en tout cas où tu attends un apport offensif de tes latéraux, de te dire que peut-être que sur ce point-là précis, l'écart entre Digne et Lucas n'est pas si grand, voire même à l'avantage de Digne, qui serait un petit peu moins bon défenseur. Ouais, en tout cas, ce qu'on s'est dit un moment avec Flo, quand on a lu certaines choses avec lesquelles on n'était pas trop d'accord, c'est que l'équipe de France avait certes des choses intéressantes. C'est vrai que les 3 attaquants jouaient assez resserrés et du coup proposaient des solutions sur les côtés parce qu'ils attiraient le bloc bulgare à l'intérieur. Mais par contre, t'as eu du mal, en tout cas en première période,
Et jusqu'à ce que Pavard s'engage un peu plus, et puis avec l'entrée de Giroud qui a aidé aussi dans la surface, mais t'avais du mal à bien occuper, à bien utiliser ses couloirs. C'est-à-dire que t'arrivais à tirer à l'intérieur, mais les seules possibilités c'était justement de combiner intérieur. Et il y en a eu quelques-unes qui ont failli me donner des buts d'ailleurs. Il y a celle où Benzema dévie pour Mbappé. Il y en a d'autres aussi, séquences où ça a accéléré, ça a changé de rythme à l'intérieur, mais disons qu'il y avait personne dans les couloirs pour profiter de cette attraction dans l'axe et proposer des appels en diagonale dans de la défense ou au moins des joueurs qui peuvent recevoir le ballon et centrer en une touche, pourquoi pas au sol ou en retrait, pour des joueurs qui arriveraient lancer. Et ça, Digne est sans doute plus capable de le faire que Lucas Hernandez, qui a... j'en suis à la 30e là, en vous parlant, qui j'ai pas souvenir de nombreuses séquences offensives. Flo, jusqu'à ton sommeil, est-ce que t'as un Lucas Hernandez dans ta tête avec là, les latéraux, non. Pavard l'a fait, Pavard a centré quand même quelques fois, mais Hernandez de l'autre côté je l'ai pas souvent vu. Mais ça pour le coup c'est quelque chose qui était déjà visible au premier match, on en avait parlé notamment avec Maxime Brigand sur le fait à partir du moment où tu as Benzema, Griezmann, Mbappé devant qui jouent très proches les uns des autres et à l'intérieur, forcément ça va créer des espaces parce que ta ligne, si l'adversaire est avec une ligne de 4, il va forcément énormément la resserrer et tu vas avoir des espaces à exploiter sur les ailes. Et là, c'est sûr que les latéraux prennent une importance capitale. De toute façon, ils en ont toujours eu une dans un milieu à losange. Si t'as pas de latéraux qui sont capables de monter, c'est difficile à animer quand même. Donc ça, c'est vraiment un point clé pour que ça se passe bien, je pense, en termes d'animation offensive. En tout cas, sur le plan collectif, tu peux gagner aussi des matchs sur les exploits de tes mecs à l'intérieur. Mais si t'as 3 mecs à l'intérieur, mais que t'exploites pas la menace à l'extérieur, les espaces possibles, forcément, les adversaires ils vont resserrer, ça va être plus dur de marquer pour les mecs à l'intérieur. Et ça, c'est, je pense en effet un point capital pour l'équipe de France. Maintenant, c'est un point capital quand t'es face à des blocs resserrés, des blocs bas surtout. Et est-ce que c'est la configuration que tu vas avoir face à l'Allemagne ? C'est pas certain non plus, donc c'est peut-être un problème qui va se poser face au Portugal. Mais bon, le Portugal c'est le 3e match, il se sera passé beaucoup de choses d'ici là, et t'auras peut-être gagné tes 2 premiers matchs avec un bloc médian et des transitions, vu le style de l'Allemagne et vu le style de la Hongrie. Donc les latéraux sont en effet importants dans l'animation de ce losange, ou en tout cas dans l'animation de ce système où les 3 de devant jouent quand même très proches les uns des autres et à l'intérieur. Et ça par contre c'est un point positif de ces 2 matchs de prépa, c'est qu'ils se sont quand même assez rarement marchés sur les pieds, les 3 devant. On pouvait s'y attendre vu les profils qui s'entendent bien, j'entends, pas qu'ils se marchent sur les pieds, parce que c'est des joueurs intelligents et c'est des joueurs à l'inverse d'autres équipes de France dans le passé où tu avais Ribéry, Benzema, Nasri par exemple. Là, je repense à l'équipe de 2012 du coup, où en effet Laurent Blanc avait décidé de les associer, mais il y avait 3 mecs qui attendaient la balle dans les pieds et qui la voulaient absolument dans les pieds. Bon, depuis là on a quand même des joueurs qui sont capables de la demander dans plein de situations possibles et plein de positions possibles, donc forcément ça marche mieux. Qui sont capables de jouer en une touche et de redemander aussi, ce qui n'était pas forcément le cas de... Alors Nasri était capable de redemander, mais souvent quand même il y avait 4-5 touches quand il la prenait, parce qu'il pouvait faire des plus grandes choses. Et Ribéry c'était pareil de la percussion, lui il allait recevoir une passe en une touche. Il aurait fallu que Benzema soit très très bon en fait. Que ce soit le Benzema du Real de maintenant quoi. Ouais. C'était pas encore le cas à l'époque. Mais voilà, tout ça pour revenir sur les latéraux, c'est a priori très important pour bien animer un 4-3-3 avec des mecs axiaux devant. Néanmoins, est-ce que ça va être indispensable vu les équipes que tu vas affronter sur le premier tour ? C'est pas garanti non plus. Mais c'est vrai que Digne a un profil qui colle plus, je pense, à ce système que Lucas Hernandez, parce qu'il a ce profil beaucoup plus offensif et beaucoup plus habitué, en tout cas, à tenir ce genre de rôle que Lucas Hernandez avec le Bayern. Après, c'est sûr que contre l'Allemagne ou la Hongrie, si tu as des séquences d'attaque rapides, les 3 attaquants plus Pogba, ça peut suffire quoi. Oui, c'est ça. Rien que ces 4-là, même sur attaque placée, ça suffit parfois ces 4-là. Donc, sachant que ça défend à 3 quand même, ou à 5 axiaux. Donc sur la question numérique, ça peut peut-être faire un déséquilibre. Peut-être que si tu devras rajouter un mec en plus, si tu veux faire vraiment la différence, même si côté allemand, on en parlait sur le dernier épisode,
Je pense que ça va partir sur Kimmich, piston droit, latéral. mais Ouais. un peu quand même à l'intérieur. Enfin voilà, une espèce de meneur un peu excentré, un truc assez moderne quoi. Et de l'autre Alexander côté, Arnold. Gosens. Et Gosens, enfin voilà, Gosens Kimmich, Ouais. autant Kimmich peut défendre, autant Gosens c'est plus compliqué. Donc il y aura vraiment les trois axiaux, avec Rudiger qui pourra encore faire du catch et qui, je pense, va être assez difficile à passer. Maintenant, c'est vrai que ça sera pas une défense à 5 à plat, en mode on bétonne, etc. quoi. Je pense qu'il y aura potentiellement des espaces à trouver sur les côtés, mais en tout cas, enfin voilà, tu peux avoir un 3 contre 3 où il y aura besoin d'autres gens pour venir un petit peu aider, quoi. Mais c'est vrai que la question, c'est si les latéraux français n'avancent pas beaucoup, sur qui vont sortir les pistons allemands? S'ils n'ont pas besoin de sortir, bah à ce moment-là, ça va encore plus resserrer les espaces pour Mbappé, Ouais. Griezmann, Benzema. Ça, c'est aussi. Il faut se demander comment faire sortir ces pistons allemands si ça reste, enfin, si les deux systèmes restent comme ça. Par contre, va quand même falloir que quelqu'un prenne sur lui d'aller embêter Kimmich quand Kimmich va faire des ouvertures à 60 mètres parce que ça va être. Et d'ailleurs, on a vu en finale de Ligue des Champions où. Alors, c'est un truc un petit peu différent, c'était plutôt sur la combinaison. Mais où, si tu ressors en retard sur un piston, ça peut flinguer un système beaucoup plus que. Voilà, une difficulté d'un numéro 6 ou autre, quoi. C'est-à-dire qu'en trois Mais après, passes, tu peux attaquer un espace, quoi. Après, c'est un truc qui était visible déjà sur le match face au Pays de Galles, sur les quelques séquences de pressing que les Français ont eu à faire en début de partie, où c'était pas convaincant du tout, en tout cas de mon point de vue, et notamment la gestion des latéraux gallois. Parce que quand t'es en 4-3-3, donc en gros les Français étaient t'avais Griezmann qui était sur le 6 gallois et t'avais Benzema qui était par rapport à un central et Mbappé par rapport à un autre. Et en fait, évidemment, dans ce système-là, s'il y a un jeu direct sur le latéral, normalement, c'est au milieu de terrain de coulisser vers le latéral, à gauche ou à droite. Le truc, c'est que si le latéral se positionne pas plus haut, mais se positionne dans une position intermédiaire assez bas, presque à hauteur des centraux, là, par contre, tu te retrouves non pas avec un 3 contre 3 où tu prends tous les joueurs axiaux, mais tu te retrouves avec un 4 contre 3 en fait, en faveur des Gallois. Et tu peux sortir le ballon, genre je joue vers mon latéral droit, qui est bas. Mon milieu va pas sortir sur le latéral droit. Et mon latéral droit, donc c'est Mbappé qui va le prendre. Mbappé va se retrouver entre deux, entre le latéral et le central. Et du coup, il sait pas quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé sur les premières minutes du match où Benzema notamment savait pas s'il fallait qu'il sorte sur le latéral qui était bas ou sur le central qui était devant lui. Du coup, il était entre les deux et le central pouvait avancer. Et c'est là qu'il ajuste son jeu long et qu'il cherchait notamment le dos de la zone Pavard-Varane avec la vitesse de James. Et ça, c'est un truc tout bête. Hein. Il suffit de faire 2 passes correctes pour l'adversaire. Et c'est vrai que quand t'as la vitesse de Werner, qui peut faire ce genre d'appel, les mêmes appels que James, la vitesse de Sané, la vitesse de Gnabry. Si les Français font un bloc haut, pour moi, les Allemands ont un bel exemple de ce qu'ils peuvent tenter de faire à répéter face aux Gallois, parce qu'ils ont les joueurs pour faire la passe et ils ont les mecs devant pour la réceptionner. Parce qu'ils ont Hummels, ils ont Kimmich et ils ont les mecs devant, comme je disais. Après, là, la France n'a plus défendu de la même façon contre la Bulgarie. Ah non, mais je pense que je suis même quasiment persuadé que les Français tenteront pas de bloc haut face à l'Allemagne. Oui, et Ce pas serait Griezmann et pas forcément Griezmann derrière les deux, tu vois, dans l'axe. C'est ça que Non, je pense que différent que aussi entre les deux matchs. je serais pas surpris que tu sois sur un 4-4-2 sur bloc médian avec Griezmann qui défendra côté droit. Voilà. Je pense que tu vas avoir droit à ça, tu vas essayer de laisser venir les Allemands et de les contrer, parce que c'est vrai que avec la route directe Pogba, Mbappé, tu peux leur faire très très mal aussi, sans avoir besoin de forcer. Par contre, si vous me dites que les Allemands ont fait que renverser face à la Lettonie, ça me fait penser à ce qu'avait fait le Bayern contre le PSG. C'est le match aller ou le match retour, je sais plus. Peut-être les deux d'ailleurs. Où ils arrêtaient pas de renverser en fait. Dès qu'ils avaient une possibilité Diago vers l'ailier à l'opposé, ils le faisaient. Et je me demande si l'Allemagne va pas un peu s'inspirer de ça. Sachant que là, t'as Hummels en plus sur la défense à 3, où le fait d'être à 3 peut te donner encore plus de temps justement pour avoir la possibilité d'ajuster, d'allonger, où là, ça serait le Bayern de Guardiola face au Dortmund de Tuchel, quoi. C'est-à-dire, je pense que... Enfin,
je répète ce que j'entends, mais que Werner serait plutôt remplaçant et ça serait Havertz, Gnabry et Müller a priori. Müller. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Mais en tout cas, Havertz serait en train de gagner sa place, parce que visiblement, il a encore été très fort sur le dernier match, et que lui t'offre aussi cette menace dans les airs, quoi. Et Hummels pourrait apporter ce que le Bayern n'avait pas forcément fait ou tenté, en tout cas sur le match contre le PSG, c'était des passes pénétrantes dans l'axe, parce que Hummels fait très bien des 2 pieds. Donc je sais pas si l'Allemagne cherchera à faire ça, parce que s'il la perd dans l'axe, pourquoi pas la perdre dans la zone Kanté, Pogba, Mbappé. Donc c'est ce que la j'allais dire. perdre dans ce circuit-là. Je suis en train de regarder en plus à la 40. Bah, c'est l'action, je pense, à laquelle tu penses, Flo, c'est quand Pogba récupère le ballon dans l'axe et lance Mbappé du pied gauche là. Ouais, et derrière il donne à Griezmann, mais c'est sûr que la perte dans l'axe contre cette équipe de France, déjà jouer dans l'axe contre cette équipe de France où t'as Kanté dans l'axe, ça peut faire peur. Et puis en plus, s'il la récupère vite et qu'il la donne à Pogba derrière, il y a plus beaucoup de temps avant de réagir, quoi. Et déjà le Bayern avait souffert un peu de ça avec la connexion Neymar-Mbappé et Verratti aussi. Raphaël, j'ai une citation pour toi que je lis d'une brève l'équipe.fr publiée à minuit 14, donc il y a un petit quart d'heure. Donc c'est Olivier Giroud au micro de la chaîne L'équipe. Donc, Olivier Giroud, ouvrez les guillemets. Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas. Après je ne prétends pas faire toujours les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Pour le coup, avec 2 bons ballons de Ben et de Wissam, j'ai pu bien finir. Mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficace. Personnellement, très satisfait de pouvoir aider l'équipe. Vous dites qu'on ne m'a pas beaucoup vu au début, mais peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Voilà, mais je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe. Il n'y a aucune amertume, ne vous inquiétez pas. Au début de quoi ? Je comprends pas, on m'a pas vu au début quoi ? Au début de sa rentrée ? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur ces premières minutes. En gros, c'est vous avez été discret. Et sa réponse, c'est parce que j'ai pas forcément eu les bons ballons. On fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. Sachant qu'on me dit, alors on est en plein enregistrement, donc je suis pas sur. Je sais du truc rapporté, mais qu'apparemment Didier Deschamps est revenu au micro pour un peu, on va dire, calmer cette déclare, resituer, etc., pour éviter qu'il y ait le feu dans la maison. Ouais, non, je sais pas trop quoi penser de cette déclaration. Est-ce que tu es d'accord ? Alors, on va pas faire du truc. Est-ce que Olivier Giroud est en train de mettre le feu à la Maison Bleue ? Même si je pense que le truc, oui, Benzema est sorti, Giroud met 2 buts. Si Benzema est incertain sur le premier match, parce que je pense que s'il est vite apte, voilà, la question se posera pas. Si Benzema est incertain ou s'il joue pas le premier match et que Giroud marque, je pense que ça va être assez rigolo à suivre. Mais est-ce que tu penses que Olivier Giroud a fait des appels qui n'ont pas été servis ? Et est-ce que tu penses qu'Olivier Giroud a un angle, on va dire un type de partenaire ou un type d'adversaire qui peuvent lui permettre à un moment donné d'être privilégié par rapport à Benzema, ou en tout cas de rentrer en jeu, je sais pas, à la 60e à la place de Benzema si jamais un contexte s'y prête ? Oh, mais je pense qu'il rentrera, oui, mais qu'il n'ait pas été servi sur certains appels, oui, c'est le lot de tous les attaquants. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui refusaient de lui donner le ballon. Non, mais je t'avoue qu'elle m'inspire pas beaucoup cette déclaration. J'ai l'impression que c'est le mec qui rappelle surtout que voilà, lui, il s'est bien attaqué dans la surface et que, en gros, avant sa rentrée, la France était moins fort sur cet aspect-là. Mais il y a rien de révolutionnaire là-dedans. Après, je comprends que le mec il est un peu mauvaise pendant 4-5 ans, il a fait le taf. Il y a un mec qui revient, qui est titulaire direct. Ouais, ça peut énerver un peu. Après, il met ses 2 buts en étant rentré. C'est une bonne chose pour lui, tant mieux. Voilà, elle m'inspire pas cette décla. J'aurais aimé que tu aies alors soit un sens de la polémique, soit un sens du podcast, de l'échange, et que tu rebondisses sur la performance de Giroud, que tu essaies d'élargir un petit peu le débat, que tu m'aides finalement. On est ensemble, on va faire l'Euro ensemble, il faut se donner la main un petit peu. Je fais des appels et tu ne me sers pas. Voilà, bah exactement, je te sers pas. Je refuse de te servir parce que j'ai pas aimé ton appel. D'accord, ok, je vais faire un appel suicide, là, les courses à vide, pour ouvrir l'espace à Florent. Est-ce que Florent, tu as quelque chose à dire sur Karim Benzema, sur Olivier Giroud, sur peut-être même le système finalement, genre si Benzema, on sait pas, ça se trouve les gens nous écouteront, Benzema visiblement c'est qu'une béquille, donc il sera sans doute apte. Mais si jamais par exemple tu fais un match sans Benzema, est-ce que du coup ça t'oblige un petit peu, en tout cas ça te permet de changer ton approche sur le système, sur les partenaires, sur les zones à occuper ?
J'ai des doutes là-dessus. Si Benzema sort de toute façon, on l'a vu sur ce match-là. Il n'y a pas eu de grands changements de tactique. Il y avait toujours la même liberté, on va dire, pour tout le monde à la sortie de Benzema. Donc je suis pas sûr que ça chamboule tout. Après, c'est vrai que par rapport aux qualités et aux défauts de l'Allemagne, je pense que, sans parler de la qualité de joueur, c'est-à-dire en imaginant l'hypothèse où Benzema et Giroud sont deux joueurs avec des registres très différents, mais de même niveau, qui apporteraient autant de qualité à l'équipe dans des registres différents, il vaut mieux avoir largement Benzema que Giroud au moment d'affronter l'Allemagne et d'affronter la défense allemande. Et d'ailleurs, c'est un copier-coller pas forcément parfait, mais voilà, je préfère avoir des attaquants très mobiles à la manière des attaquants qu'alignait Tuchel lorsqu'il devait choisir justement entre Giroud et les autres attaquants. Quand affronte ce genre de défense, Tuchel privilégiait toujours les attaquants les plus mobiles qu'il avait et faisait des associations Havertz, Mount, Werner, Havertz, Ziyech, Werner, je crois, sur les matchs de Ligue des Champions notamment. Et donc, en partant de là, je serais beaucoup plus serein, entre guillemets, offensivement, si Benzema était là avec Mbappé et Griezmann. Je pense que ça collerait plus, en effet, particulièrement au point faible de la défense allemande, et notamment le fait de les sortir de leur position et d'avoir trois joueurs très mobiles qu'ils auront, je pense, du mal à attraper. Donc, sur ce point-là, j'espère quand même que Benzema sera prêt pour le premier match. Après, sur les autres, je serais pas surpris que, voilà, si je pense pas face à la Hongrie parce qu'on sera pas qualifié, mais si au troisième match t'as déjà pris tes points et que tu peux faire tourner, je pense que Deschamps n'hésitera pas à faire tourner devant et mettre Giroud pour reposer justement ce trio qui t'aura sans doute apporté quelques buts et quelques points sur les deux premiers matchs. Dans le scénario idéal, évidemment, où t'es déjà en passe de te qualifier, voire t'es déjà qualifié. Raphaël, quel sera l'angle de ton papier sur l'équipe ? Qu'est-ce qui écoute, tu fais bien de me poser la question parce que c'est en discussion en même temps avec. C'est pour ça parce que pour une fois on a activé la webcam et donc du coup je te vois sur ton téléphone portable. Je me dis que du coup tu devais sans doute être en train d'échanger à ce sujet. C'était ça. Ça pourrait être sur la comparaison entre le style de l'équipe de France avec Benzema et avec Giroud ensuite. C'est en discussion donc voilà, tu es dans les coulisses du travail là. Donc, parce que si je te pose la question, c'est pas pour te mettre en difficulté, c'est simplement pour savoir qu'est-ce que toi, parce que je sais pas à quel point, je suis pas suffisamment au cœur du réacteur pour savoir quel pourcentage vient de toi et quel pourcentage vient du journal était imposé, mais savoir en gros ce qui avait marqué à la fois, les deux parties finalement, et sur quoi vous allez partir, parce que voilà, je vais pas dire qu'on tourneront, mais on n'a pas non plus 1 milliard de choses à évoquer sur ce match, alors qu'on s'est dit, tiens, peut-être nouveau système, tout ça, en tout cas après l'annonce de la liste, etc. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a que 2 matchs de prépa, ça va être 2 matchs intéressants. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a vu le premier, je ne vais pas dire qu'on a vu le deuxième, mais bon, moi, j'avoue que j'ai pas non plus énormément d'apports à faire, alors qu'il y a 2-3 changements d'hommes, quoi. Mais... T'es en train de dire que t'as pas un grand souvenir du France-Cameroun avant l'Euro 2016 ? Il y a eu je ne savais. Oui, victoire du Cameroun, je crois. Non, ah bon ? Il me semblait que la France avait gagné, mais. J'ai un doute. J'ai non, mais alors, pour tout dire, on était parti à un moment du match sur un thème milieu de terrain, et puis ça a changé suite à la deuxième mi-temps, je pense. T'avais raison, victoire. C'était victoire 3-2 de la France. Mais c'était un très beau match. Je me rappelle du Cameroun qui avait été très bon sur ce match-là. Voilà, pardon. D'accord, j'ai un souvenir d'un très beau but de Patrick Mboma, mais ça devait pas être ce match-là. Donc, non, là, c'était Aboubacar et Choupo-Moting qui avaient marqué. Victoire 3-2 de l'équipe de France dans les arrêts de jeu grâce à Dimitri Payet, qui était déjà chaud juste avant l'Euro 2016. Justement. Alors, je pense ne pas avoir vu ce match. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je te fais parvenir cette information que Diego Llorente est positif au coronavirus. Dont l'Espagne, je pense, se fout sur l'aspect Diego Llorente qui n'était pas censé jouer. Mais si lui est positif, d'autres le sont peut-être. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que non, mais Busquets c'est positif, mais non, il n'y a aucun cas, et puis en fait, 2 jours plus tard, en fait, il y a un cas supplémentaire. Donc c'est toujours pareil. Le FC Cluster n'est pas très loin. Et ça va faire un bel Euro pour les U21 espagnols. Le problème, c'est que tu peux pas refaire
J'ai l'impression qu'en plus d'avoir pris 24 mecs, Luis Enrique peut plus repasser à 26, si j'ai bien compris. Et tu peux plus trop changer d'homme en fait. Sachant qu'on a perdu Kulusevski aussi, enfin on a perdu. Il va rater un match sur Covid aussi. Mais que se passe-t-il si par exemple en phase de poule avant la 3e journée, 4 joueurs d'une équipe sont testés positifs? Alors j'ai vu le truc où il fallait je crois 13 joueurs aptes, dont un gardien, je crois que c'est 13 ou 14, mais il semble que c'est 13. Oui, mais après, Maintenant, si tu refiles le Covid à chaque équipe que tu affrontes, voilà, petit à petit, à la fin du tournoi, tout le monde a le Covid. Même tu pas fais un five en finale. C'est ça, et le seul mec qui va être apte, c'était le mec asocial qui s'était mélangé à personne, qui était resté enfermé dans sa chambre au sein de son équipe. Non, mais c'est purement spéculatif et c'est vachement difficile de parler santé. Mais Flo, il y a quand même aussi ce truc-là qui pèse un peu au-dessus de la compète, c'est-à-dire que peut-être que finalement la France alors dans tous les cas il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sur le plan de l'effectif avantagent la France, mais la France là-dessus a une marge que par exemple la Suède, tu perds Kulusevski, j'ai envie de dire que tu perds 33% de ton potentiel offensif, il te reste Ishak et Forsberg, et il y a des sélections comme ça qui, si elles perdent un ou deux tauliers, ça remet en cause quasiment tout ton plan de jeu, quoi. Oui, c'est vrai que à ce niveau-là la France a plus qu'une marge, sauf si les victimes de Covid sont Pogba, Kanté. Parce que j'ai presque envie de dire, devant, tu perds Mbappé, oui, c'est une cata, vu les qualités de Mbappé, mais tu peux faire de Dembélé un titulaire, et Dembélé serait titulaire dans pas mal de sélections aujourd'hui, en équipe de France. Enfin, dans n'importe quelle sélection. Donc, c'est vrai que, disons que t'as en effet une profondeur que l'Espagne n'a pas. Tu vois, par exemple, je te cite, vas-y. C'est un exemple totalement au hasard, mais par exemple, Barella est covidé côté italien, l'Italie joue super bien. Si tu perds Barella, tu peux jouer quand même, il n'y a pas de souci, mais c'est pas facile de trouver le gars qui va rentrer dans ses chaussons et qui va faire ne serait-ce que 80% de ce qu'il fait, quoi. Oui, c'est sûr, à partir du moment où Barella fait 200 choses sur le terrain quand il est là, c'est sûr que tu peux avoir un Sensi qui va apporter un petit peu la même chose dans les 30 derniers mètres. Sensi qui est pété, et c'est en plus c'est Pessina qui arrive. Pessina qui est, je pense, le meilleur des joueurs de foot moyens sur Terre. J'ai l'impression qu'il est pas très bon, mais finalement il fait ses stats, il est régulièrement titulaire avec l'Atalanta, il bosse beaucoup défensivement. Mais pour moi, c'est plus le produit d'un système qu'autre chose. Et bon joueur, justement, de dernier tiers aussi, Pessina. Comme tu disais, il fait ses stats. Mais c'est vrai que, oui, pour l'Italie, c'est sûr que perdre Barella quand t'as ce milieu, Verratti, Jorginho, auquel tu peux ajouter Barella pour faire un petit peu, pour ajouter la mobilité que les deux autres ont pas forcément. En effet, le fait de le perdre, ça pèse assez lourd. Et pour la France, oui, ce serait si ça tombait sur Pogba ou Kanté, quoi, aujourd'hui. Voire Griezmann, dans l'impact qu'il a depuis qu'il a... Enfin, sur les 2 matchs, depuis qu'il est en équipe de France, depuis qu'il est revenu. C'est des 3 attaquants, c'est le joueur le plus impactant, je pense, sur les 2 premiers matchs, aujourd'hui. Et le perdre, ça pèserait, parce que c'est vrai que t'as personne non plus sur le banc qui est capable de faire ce qu'il fait lui. Alors que, voilà, pour reprendre et vraiment caricaturer à l'anglaise la qualité de Mbappé, parce que je crois qu'ils l'ont appelé Speed Merchant sur le Guardian. sur le Guardian. Voilà, l'homme qui court vite, tout simplement. Ils ont un Speed Merchant par sélection, évidemment c'est Mbappé, mais tu peux demander à Dembélé d'attaquer la profondeur. Chose qu'on ne savait pas d'ailleurs avant cette saison, pour le coup. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'il a ajouté assez récemment à son attirail. Donc voilà, c'est vrai que ça serait bien de l'éviter, mais c'est vrai que pour le coup, il y a pas de Covid dans les équipes que la France doit jouer au premier tour pour l'instant. J'ai pas l'impression. Après, le Portugal a affronté l'Espagne, mais pour l'instant, il n'y a pas de test. À voir si dans 2 jours, il n'y a pas après. On verra. Je sens que le Portugal, s'ils ont un Covid dans l'entrejeu, je pense qu'il y a, pas dire qu'il n'y a plus d'équipe, mais leur double pivot à base de Danilo et de Sergio Oliveira. Puis s'ils ont un Covid dans l'entrejeu, est-ce que l'entrejeu sera beaucoup moins mobile que sans Covid? Ça, c'était purement gratuit, méchant, mais et surtout que les Portugais avaient un entrejeu particulièrement difficile à jouer il y a 4 ans.
Mais c'est vrai qu'en termes de mobilité, c'est pas leur qualité première, quoi. Mais c'est vrai que le Portugal, quand tu vois les éléments offensifs, sachant qu'en plus il y a des blessés, et puis au milieu, les candidats, c'est Renato Sanchez, Sergio Oliveira, Ruben Neves, João Moutinho et Danilo. Et William, du coup. Et William Carvalho, c'est vrai que je ne... Pas que j'apprécie pas ce joueur, mais je l'aimais beaucoup et je l'aime plus depuis 2 ans. Donc il m'a déçu. Donc je l'ai rayé de mon cerveau. Mais oui, effectivement, William Carvalho et sa belle moustache. C'est pas forcément à la hauteur du reste. Raphaël, je pense que tu n'as rien à ajouter sur ce match. Je te vois sur ton téléphone, ça a l'air de négocier sec. Est-ce que... Alors c'est le dernier épisode qu'on fait avant le début de l'Euro. Il y a un Turquie-Italie qui arrive. Voilà. Comment est-ce que tu envisages cet Euro, ce Turquie-Italie, à ton avis, la prochaine fois qu'on se retrouvera, donc ça sera vendredi soir. Dans quel état est-ce qu'on sera? Est-ce qu'on sera content de faire 1 heure sur ce match-là pour parler de Burak Yilmaz et de Jorginho? Je pense qu'on sera content parce que l'Italie, c'est quand même sympa. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais j'avais écrit un papier pour l'équipe sur eux il y a quelques temps, et entre ça et les joueurs et le style de jeu prôné par Mancini, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Et puis la Turquie a quand même quelques joueurs sympas aussi, alors je sais pas où ils en sont individuellement. J'espère qu'il y aura Ozan Kabak, mon ami, le palindrome. Il y a des chances, hein. Donc non, puis le début d'une compétition c'est toujours quelque chose d'intéressant, et puis si le match est pas fascinant, on pourra parler de façon se projeter sur les matchs du lendemain, se remettre dans le mode qu'on avait enclenché en 2018 lors de la Coupe du Monde. Non, ça va être top, ça va être top. Je suis pas sûr que Kabak soit titulaire. Il me semble que la charnière c'est Demiral Soyuncu. C'est vrai qu'ils sont bien dotés quand même. Ouais, non, clairement, c'est limite leur poste fort en fait. Là où il y a le plus de concurrence. Donc ça serait un peu dommage pour notre ami le palindrome, mais ce sont des choses qui arrivent. Florent, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter ou pas? Absolument pas. Eh bien, c'est tant mieux. J'en suis très, très heureux. On va passer donc au pari, la fameuse séquence pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Séquence pari où Raphaël... alors, première mondiale, je n'ai aucun des paris. Les deux paris de Raphaël, les 2 paris de Florent. Et Raphaël, tu m'as vendu un festival, un feu d'artifice, un truc incroyable. Florent, c'est juste qu'au moment du début de l'enregistrement, il les avait pas, mais toi, tu voulais les garder secrets. Donc, bah écoute, je suis dans la découverte. Tu veux pas commencer par Florent, du coup, pour Non. laisser le suspense monter? Ouais. J'espère que ça sera à la hauteur, hein, parce que là, Ouais. Je te promets rien, j'espère t'amuser, mais je sais pas, j'espère. Oui, parce que si tu me dis et tout ça, et c'est un but de Jorginho, parce que je pense qu'il va marquer un penalty, bon, je vais être un petit peu triste. Donc Florent, Non. Florent, Ouais. dis-moi. Alors, premier pari sur l'Euro, du coup, hein. Vu que ça arrive assez vite et en même temps il n'y a pas grand chose avant. Donc mon pari ça va être sur le match entre le Danemark et la Finlande. Donc c'est samedi à 18h exactement. Et le Danemark c'est pour le coup une des équipes outsider on va dire. Parce que c'est une équipe qui fonctionne quand même très bien, qui a réussi à accrocher l'Allemagne il y a quelques jours en match de préparation, qui a de très bons résultats face aux nations, on va dire, entre guillemets, plus faibles. Ils ont réussi à battre l'Angleterre aussi en Ligue des Nations en octobre dernier. Ils perdent un match face à la Belgique 4-2 au mois de novembre, là aussi en Ligue des Nations. Mais en gros, face à plus faible, c'est une équipe qui se rate pas. C'est même une équipe qui va gagner généralement par 2 buts d'écart face à plus faible. Ils ont battu les Féroé 4-0, l'Islande 3-0, la Suède 2-0, l'Islande 2-1, l'Israël 2-0, la Moldavie 8-0 et l'Autriche 4-0. C'était au mois de mars dernier pour les qualifs, pour la prochaine grande compétition. Et là donc, ils jouent la Finlande qui, à mon sens, est une des équipes les plus faibles du plateau. Avec peut-être, on en avait parlé Christophe, la Slovaquie. Et du coup, l'idée c'est de partir sur une victoire justement par au moins 2 buts d'écart avec un handicap de -1. Du Danemark face à la Finlande. La cote est à 2,25. Donc voilà, une cote du simple au double. Je la prends et j'en suis très content. Donc victoire Danemark -1 face à la Finlande. C'est samedi à 18h et c'est à 2,25. Ton deuxième pari, dis-moi. Eh ben, je reste là aussi sur un match du 12 juin entre le Pays de Galles et la Suisse. Le Pays de Galles qui finalement m'avait convaincu, en tout cas sur leur potentiel
d'équipe capable d'ennuyer un peu tout le monde, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais d'ennuyer aussi avec un ou deux joueurs assez remuants devant. Et c'est vrai que le match qu'a fait Daniel James face à l'équipe de France m'a un petit peu intrigué, et je me dis que face à la Suisse, c'est un joueur aussi qui peut poser des problèmes à la défense suisse par sa vitesse. Et je me dis que les Gallois peuvent poser des problèmes aux Suisses, comme ils en ont posé un petit peu à l'équipe de France pendant les 25-30 premières minutes jusqu'à l'expulsion de... Je sais même plus d'ailleurs qui s'est fait expulser. Nico Williams, je crois, il me semble. C'est lui, Oui, c'est lui. c'était lui. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'idée c'est de partir non pas sur une victoire galloise, mais un match nul. Parce que la cote me paraît plutôt intéressante, surtout sur un premier match, voilà, une entrée en lice. Le match nul entre le Pays de Galles et la Suisse est coté à 3. Et voilà, les Gallois ont, je pense, la capacité pour le faire, pour accrocher la Suisse, dont j'ai pas les derniers résultats. C'est vrai que c'est une équipe qui fonctionne toujours plutôt pas mal sur des compétitions, sur des phases de poule. Ils sont sur une série de belles victoires d'affilée, de 5 ou 6 victoires d'affilée, mais sans forcément affronter de gros adversaires. C'est vrai que c'est un peu une spécialité d'ailleurs de la Suisse, sur des matchs amicaux, d'affronter les petits, histoire d'améliorer au maximum le coefficient au niveau de la FIFA. Et voilà, leur dernière victoire, c'était Liechtenstein, États-Unis, Finlande, Lituanie, Bulgarie, où ils ont battu la Bulgarie 3-1 d'ailleurs, et l'Ukraine 3-0, c'était en Ligue des Nations. Mais c'est vrai que quand ils affrontent des nations un peu plus fortes, c'est beaucoup moins glorieux. C'est-à-dire que là, ils ont fait 5-6 victoires d'affilée. Mais avant, en affrontant l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, ils n'ont pas gagné un match pendant 7 rencontres à partir du mois de septembre. Donc voilà, face aux Gallois, je me dis que les Gallois peuvent aller les chercher. Donc match nul, c'est coté à 3. Et c'est là qu'intervient notre héros, Raphaël Cosmilis, le prince du Paris, qui est sur une belle série en plus. Donc on espère je fais un 2 sur 2, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors mon premier pari n'a rien de fou. Enfin, il est un peu plus exotique que d'habitude, mais il n'est pas incroyable. C'est sur États-Unis-Costa Rica. Match amical à venir. C'est étonnant, ça. Pourquoi c'est étonnant? Qu'est-ce qui t'étonne là-dedans? Déjà, je sais pas quelle équipe les États-Unis vont aligner, parce qu'ils viennent de gagner la Ligue des Nations CONCACAF. Donc du coup, est-ce qu'ils vont faire tourner, mettre Teozon Siebatcheux? C'est un de mes problèmes, mais bon, quand même. Je pars sur un but de Christian Pulisic à 2,80. J'espère qu'il jouera quand même un petit peu contre le Costa Rica. Pourquoi ce match-là, Christophe? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de matchs en fait d'ici l'Euro. Donc je voulais pas partir sur le Turquie-Italie parce que je pense que Florent ça sera déjà dessus. Donc je vais pas lui prendre. Et voilà, j'avais envie de me balader un peu, de voyager un peu. C'est vrai qu'ils ont gagné la finale de Ligue des Nations CONCACAF, comme je le disais. Je découvre le nom de cette compétition de la Ligue des Nations CONCACAF. Je sais pas qu'il y avait une Ligue des Nations. À quoi ça... Est-ce que c'est une Ligue des Nations comme chez nous avec des divisions? Je ne sais pas. Il faudra que j'aille. Je pense qu'il n'y a pas assez d'équipes. Il y a une équipe par division. Et si après, c'est sûr qu'il y a 2-3 pays un peu limités niveau football. Il y a peut-être une des deux, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas non plus suffisamment pour. Oui. Juste comme ça, je te coupe, mais j'aime bien le fait que tu parles au futur du pari de Florent qui est déjà passé. Oui. Pardon, oui. Non, mais excuse-moi. Oui, non, mais parce que Florent va aller dessus. Non, pardon, je me replaçais dans le contexte avant l'enregistrement, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, Christophe, pour information, il y a 41 nations qui jouent la Ligue des Nations de la CONCACAF. Du coup, il doit y avoir plusieurs divisions. Anguilla et compagnie, le Suriname, ça doit être. Exactement, entre autres. Division inférieure. Il y a même Saint-Martin. Oui, ok, ils ont les îles Vierges. Ils ont vraiment pris tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de monde, en effet. Il y a 3 ligues: Ligue A, Ligue B, Ligue C. Comme quoi tu vois. Il pend sur le bec à Bertrand. Très bonne expression que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je continue donc? But de Christian Pulisic contre le Costa Rica, c'est à 2,80. J'ai failli partir sur le but de l'ami Siebatcheux, mais je sais pas s'il va jouer quand même. Il a marqué je crois sur la demi-marque, il me semble, son premier but en sélection en tout cas. Mais j'ai suivi cette compète, j'ai plus vu ces matchs-là que les matchs de prépa Euro. J'ai vu le penalty détourné par le gardien américain, je crois au bout de la prolongation, le penalty décisif de Pulisic. J'ai un peu suivi, c'était pas indigne.
Et ouais, non, et puis les autres matchs, c'était des matchs de championnat finlandais, ouzbek, les matchs que je connaissais très peu. Il y avait aussi un Corée du Sud contre le Sri Lanka, avec une cote à 50 pour le Sri Lanka. Ouais, il fallait pas la jouer. Hein. Non, et je voulais voir s'il y avait des paris buteurs ou des paris Corée du Sud avec handicap, mais le seul pari, c'était victoire nulle défaite. La victoire de la... que j'ai vu le Sri Lanka jouer cette semaine. Donc, oui, mais pour Djibouti, j'imagine. Oui. Parce que, oui, pas par plaisir. Et parce que la victoire de la Corée du Sud est à 1,01. Donc, c'est pas étonnant. Ouais, moi, j'aurais même pas autorisé le pari. Mais oui, parfois ils sont même pas proposés, les codes parfois sont même pas proposés comme ça pour les équipes où c'est moins de 1,05. Mais bon, après si tu paries 1 million sur une cote à 1,01, tu peux te faire un peu de sous, tu vois. Mais il faut déjà avoir un sacré capital. Moi je parie 1 euro. Donc, et c'est avec cette manière de penser qu'il y a le plus de défaites, de gens qui perdent de l'argent. C'est vrai, quand le Barça perd à domicile contre Alaves ou un truc comme ça. C'est pour ça que je ne parie pas d'ailleurs. Je conseille, mais je ne parie pas. Hein. C'est vraiment très hypocrite. Non, voilà pour mon premier pari, Christophe. Est-ce que tu peux me relancer pour mon deuxième parce que je veux avoir un effet de surprise. Ouais, je pense que inquiet, Christophe, on est inquiet. Ouais, je suis inquiet. J'ai peur d'être très déçu. Mais soit parce que ça n'a aucun sens, soit parce que je me dis oui, bon, tout ça pour ça. Mais chance est-il que Raphaël, il est minuit 56, c'est l'heure de ton deuxième pari. Où est-ce que tu vas nous emmener sur la planète football? Je vous emmène au Turkménistan. Le Turkménistan reçoit le Liban dans un match, je sais même pas pour quelle compétition. Là, je suis vraiment en déglingue complète. Qualif, Coupe du Monde, zone Asie. C'est ça, Coupe du Monde. J'ai même vu dans le groupe, le Liban est deuxième. Ce qui m'a paru fou parce qu'à chaque fois que battu le Sri Lanka justement. Donc le match que Flo a vu, donc c'est-à-dire que Flo va pouvoir te clasher sur ton pari. Totalement. Non mais parce qu'en plus oui, Flo a clashé le Liban du coup quand il nous a parlé de ce match-là, mais je pensais du coup que le Liban était catastrophique et avait perdu tous ses matchs, mais non, ils sont deuxième de leur ils sont bien, phase de poule, ils ont 10 points, le Turkménistan est à 6. Le match se déroule au Turkménistan et la cote du match nul est à 4,10. Et j'ai regardé les résultats. Le Liban et le Turkménistan ont battu le Sri Lanka sur le même score, 2-1. Donc l'écart entre les deux équipes doit pas non plus être énorme. Match à domicile. 4-10, c'est quand même une sacrée cote. Le souci, c'est que je sais pas si je vais pouvoir vérifier le score. Il va falloir que je me renseigne. Je vais aller sur match en direct, sur Soccerway. Je vais suivre ça. Peut-être que Flo va le regarder d'ailleurs, ce match, je sais pas. Ah non, tu vas le regarder? Ouais. Je vais devoir le voir, ouais. Tu vas regarder, très bien. Très bien. Je suis pas parti sur un buteur, hein. Je me suis dit quand même on va pas abuser. Mais il y avait beaucoup de paris sur ce match potentiel. J'ai failli partir sur le Liban -1. Mais et en plus j'ai quand même. Parce qu'en plus t'as rien à voir avec le pari de départ. Non. Et c'est audacieux parce que pour tout te dire, tu dis que ça joue au Turkménistan. En fait, ils jouent en Corée du Sud. Ah. Voilà, il ne faut pas chercher, mais c'est sur terrain neutre en fait. Ils jouent tout en Corée du Sud. Là. C'est con parce que le Turkménistan c'est un pays super accueillant avec un super président, donc c'est un petit peu dommage de pas aller lui rendre visite quand même. C'est vrai. Mais ouais, ils jouent tout en Corée. En fait, le Liban, pour information, si ça intéresse les gens, ils vont jouer ils jouent leurs 3 matchs de qualif Coupe du Monde en Corée du Sud. Donc le premier face au Sri Lanka, c'est fait. Ils ont gagné ce premier match, 3-2. Et là, donc, ils jouent Turkménistan et ils finissent par la Corée du Sud. Je crois que c'est le week-end prochain, le 13 ou le 14 juin. Mais pourquoi ça va pas au Turkménistan et pourquoi ils vont pas au Sri Lanka pourquoi Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Alors peut-être qu'au Liban, ils ont pas les moyens de jouer après ce qui s'est passé à Beyrouth il y a quelques temps. Je sais pas du tout. Il y a les Covid aussi, peut-être qu'ils ont fait une bulle. Ouais, voilà. C'est peut-être ça, ouais. Peut-être une question de bulle aussi. Mais ouais, ils jouent tout. Ils sont en stage en Corée pendant une dizaine de jours. Et ils jouent leurs 3 matchs là-bas. Et ça vaut quoi le niveau des joueurs libanais? Parce que en théorie, moi, si je voulais, je pourrais peut-être demander les papiers. Donc, non, mais j'ai une partie de ma famille qui est née là-bas, qui est très proche d'ailleurs. Même mon père est né là-bas. Donc, est-ce que j'ai moyen d'intégrer la sélection libanaise avec un petit coup de chance, Flo, sachant que je reviens des croisés alors que j'allais signer mon contrat pro? Franchement, ça vaut quoi les joueurs? C'est pas fou. Si t'arrêtes de manger n'importe quoi, tu peux peut-être postuler. Sachant que je mange n'importe quoi, mais que je fais 60 kilos, donc c'est...
Mais c'est vrai que alors pour raconter la petite histoire, du coup je les regarde parce que je prépare un match que Djibouti va devoir jouer le 23 juin, donc je regarde l'adversaire, etc. Et c'est vrai que c'est une des premières équipes qu'on voit où on se dit que physiquement on sera peut-être pas forcément largué. Voilà, c'est pas du tout les mêmes gabarits, hein, mais disons que ça manque un peu de vélocité. Et techniquement, sur certaines lignes. Techniquement, ouais, il y a quelques bons joueurs. Alors j'ai pas les noms en tête forcément, mais il y a un 10 gaucher qui est très sympathique. Ils ont un défenseur qui a marqué 2 buts contre le Sri Lanka, qui joue au Japon et qui a un bon pied gauche aussi pour relancer, si tu le laisses un petit peu jouer. Parce que les Sri Lankais du coup étaient vraiment en 5-4-1 et ça défend. Mais après c'est vrai que ça, sur toutes les lignes, ça manque un peu de vitesse, quoi. Ça manque un peu de vélocité et face à une équipe qui met un peu d'intensité comme la Corée par exemple, qui est capable d'aller les chercher, ça risque d'avoir un petit peu de mal, même si je crois il y a 1 an ou 2 ans ils avaient réussi à faire match nul contre la Corée du Sud justement. Ah, mais s'il y a déjà un 10 gaucher, c'est dommage parce que du coup mon rôle est pris. Ouais, c'est ça. Faudra t'adapter. Je jouerai en false 6 devant la défense. Non mais du coup je suis content parce qu'en plus ce pari est improbable, mais je peux compter sur Flo pour le rendre intéressant. Parce que le mec est capable de parier de l'équipe du Liban. Donc voilà. Du coup c'est pas à domicile, mais le nul 4-10 entre le Turkménistan et le Liban, en Corée du Sud, donc j'écoute Florent. Voilà mon deuxième pari. T'es plutôt satisfait, Christophe, ou voilà, je t'avais promis une surprise? En fait je suis satisfait de l'apport de Florent qui a légitimé l'existence de ce pari. Juste comme ça, Florent, est-ce que tu trouves le pari bon ou pas, en un mot? Ça 4-10 ça peut se prendre comme cote. Après j'ai pas du tout vu le Turkménistan, mais vu la cote et vu ce que j'ai vu du Liban, ça peut leur arriver, quoi, une contre-performance de ce genre. Ça vaudrait, dans mon esprit, ça vaut moins que 4-10, quoi. Donc dans l'idée, tu prends la valeur, tu prends parce que c'est 4-10. Je suis persuadé que parmi nos nombreux auditeurs et auditrices, il y a quelqu'un qui sera capable de nous parler des performances du Turkménistan. On a des gens qui viennent de partout et qui regardent tout. Donc je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous dire ce que ça vaut et nous parler d'un des joueurs Turkménistan. Je sais pas comment, Turkmène. Turkmène. Ouais, c'est ça. J'allais continuer le mot jusqu'à la fin, turkménistanien, tu vois, n'importe quoi. Non, Turkmène évidemment. Donc écoutez, si vous avez des infos sur les deux équipes, n'hésitez pas à nous les donner, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas le temps de regarder tous les matchs de prépa, donc si en plus il fallait regarder les matchs de la zone Asie, ce serait compliqué. Et n'empêche que là on parle des Turkmènes, et vendredi il se peut qu'à la mi-temps les Turkmènes. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est sur ce... c'est donc problématique d'avoir votre tête quand je dis des bêtises, déjà que quand j'ai que l'audio, c'est pas fou, mais là l'air désespéré de Florence, ça m'a achevé. Il est 1h du matin, on va aller se coucher. Rendez-vous vendredi pour le 3e épisode, et donc le premier, le lancement de cet Euro 2020 qui se joue en 2021. Merci Florent, merci Raphaël, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Christophe. Et puis rendez-vous dans 3 jours. Ciao, ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.